Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Twitch de SportMed pour une émission ce soir consacrée à l'équipe de France. Bienvenue au chat. On salue les modos fidèles au poste, qui sont avec nous. Bienvenue également à nos invités qui vont arriver incessamment sous peu. Julien, un petit peu de retard. Un peu plus tard dans la soirée, Harold Marchetti, journaliste au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, responsable de la rubrique Équipe de France. Et puis ce soir, avec moi, pour m'accompagner, fidèle au poste, Bruno Angelica. Bruno, bonsoir. Salut Gilles, salut tout le monde, salut la team et c'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours. Un petit nouveau nom, hein, c'est un ancien, hein, c'est un pilier, mais il est plutôt dans l'ombre d'habitude. Et ce soir, il va être avec nous parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il a des avis tranchés sur la compétition, hein, sur l'Euro 2020, sur l'équipe de France. Robinho, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Merci Gilles, merci Bruno. Oui, ça me fait plaisir de venir discuter avec vous ce soir sur cette émission. En plus, j'aime Ouh, bien l'équipe, j'adore l'équipe de France. Ça va être passionnant. ouh, Salut Robinho. tu as pris Alors, ta plus belle voix, Robinho. C'est bien. Eh oui, je suis posé, calme, je suis prêt pour combattre. En toi première qui, partie, toi oui, qui es vas-y, Bruno. timide, Ouais. il est assez timide, hein, Robinho, hein, tout le monde le sait, on va voir s'il est un peu moins timide ce soir. On va Tu se Je parles. vais mettre. essayer de m'exprimer un petit peu. Je suis très Tu timide, parles. c'est vrai, Bruno. Tu as raison. Tu as vu ma Tu face parles, cachée. J'ai senti tu un parles. léger ton ironique dans ta voix, Bruno. En première partie, on va évoquer les forces en présence de cet Euro 2021, hein. On l'appelle l'Euro 2021 ou l'Euro 2020, je ne sais pas. Euro C'est bon. 2020, c'est resté Euro Euro 2020, hein, au 2020, point de vue oui, marketing. ça OK? s'est passé bizarrement. Allez, on va l'appeler l'Euro 2020, même si on est en 2021, le temps s'est arrêté en 2020. Donc, les forces en présence, on parlera un petit peu. Donc, la compétition qui commence dans 48 heures avec cet alléchant Turquie-Italie. L'équipe de France entrera en scène la semaine prochaine, mardi, contre l'Allemagne. On en parlera un peu plus tard. Donc, les forces en présence, l'équipe de France archi favorite. On reviendra un petit peu sur les forces et les faiblesses de l'équipe de France. Puis, en deuxième partie d'émission, on reviendra sur le cas Benzema, sa relation avec Didier Deschamps, la compétition et la petite polémique qu'on sent poindre depuis le match d'hier soir avec Olivier Giroud, même si ce n'est pas une polémique qui est directement liée au comportement de l'un ou l'autre joueur, mais on en parlera tout à l'heure. Olivier Giroud qui a mis un peu les pieds dans le plat concernant son entente avec Mbappé. Bon, on en parle tout ça en deuxième partie, hein. On parlera évidemment de Didier Deschamps, de Benzema, de Giroud. On a recueilli les témoignages de Florent Baudin, auteur du documentaire Le cas Benzema en 2017, donc qui a côtoyé le Madrilène il y a 4 ans, et également Thibaut Vézérian qu'on ne vous présente plus. Voilà, en toute fin d'émission, on vous parlera de notre tout nouveau partenaire, The Bet, et des prochains concours et des prochains défis qu'on va mettre en place dans nos lives pour l'Euro 2020. Vous allez voir, on va bien se marrer, ça va être convivial pendant cette compétition. Enfin du foot, enfin du public qui revient un peu dans les stades, hein. On Ah commence oui. à ressentir l'odeur, l'atmosphère du football qu'on aime. Et nous, on va faire des concours, on va parier, on va faire des compétitions entre nous dans un climat de saine concurrence, ne vous inquiétez pas. Donc, restez connectés à notre Facebook. On vous en dira plus dans les prochaines heures. De raison de plus pour vous abonner sur notre chaîne Twitch, pour vous sub, car vous aurez des avantages exclusifs concernant ces concours. Et puis évidemment, de continuer à nous suivre un peu partout sur nos comptes Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Restez connectés. C'est SportMed. Allez, c'est parti, on y va. Spécial équipe de France. Bruno, Yes, Bruno, Gilles. force en présence de cet Euro 2020, le premier Euro à compter 24 équipes, si je ne me trompe pas. Alors moi, quand j'ai commencé à suivre les compétitions internationales, 24 équipes, c'était la Coupe du Monde, hein. C'était 82, c'était la Coupe du Monde. Ouais. Aujourd'hui, l'Euro à 24 équipes. Euro 24 équipes. Écoute, pour moi, c'est une compétition où d'entrée,
Par rapport à la coupe du monde, à une coupe du monde, avec le format actuel de la coupe du monde, l'euro, il faut d'entrée les groupes sont ben, on voit avec le groupe de la France, hein, où Portugal, Allemagne et Portugal, notamment, c'est gros. Donc c'est une compétition où d'entrée, il y a des gros matchs, d'entrée, il faut être prêt. Hem, donc on peut penser que le niveau est supérieur à une première phase de groupe, d'une coupe du monde. Je ne sais pas si tu es d'accord ou Robin est d'accord? Ben, écoute, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, Robin. Quand tu vois Portugal tenant du titre et Allemagne dans le même groupe, avec la Hongrie, on a presque l'impression d'être déjà dans des phases de Il faut il huitième, quart de finale. il faut être prêt d'entrée, quoi. Ouais. Mmh. Oui, Bruno, je suis d'accord avec toi. En fait, tu m'as coupé l'herbe sur le pied parce que réellement, j'ai toujours pensé qu'un euro est plus difficile qu'une Coupe du Monde. Le niveau est tellement nivelé par le haut, on n'a pas des équipes comme le Costa Rica ou comme le Pérou, sans leur faire offense, hein. L'euro, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que je rappelle quand même une chose, quand on fait Coupe du Monde 98 et derrière l'Euro 2000, c'était une performance exceptionnelle. Faut le rappeler quand même. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ceci dit, 24 équipes maintenant, on a des équipes un peu plus exotiques, hein, si je puis me permettre. Macédoine du Nord, enfin, il y a quand même des petites équipes qui font leur entrée en phase finale qu'on n'avait pas avant dans des euros à 16 équipes, hein. Il y a quand même certaines affiches, je suis pas sûr Après que c'est bien. vont faire beaucoup d'audience, hein. C'est bien, c'est ce que sûrement je pense, Platini, a voulu à l'époque, hein, quand il était encore, en place avec sa responsabilité. Notamment, il avait voulu faire ça aussi et on peut lui tirer un grand coup de chapeau au niveau des coupes d'Europe, hein, en privilégiant aussi les petits clubs ou les petits champions des plus petits pays de football. Là, il y a la volonté, clairement que Platini avait impulsée, je pense, derrière ça, ce qui est quand même bénéfique pour le football. Enfin, c'est mon sentiment. Et puis, la patte Platini aussi qui sera présente pour cet Euro, c'est la multitude des pays et des villes qui organiseront la compétition. Ça aussi, c'est du platoche. Ouais. Le Fada du 84. Pourquoi chercher à discuter? La France est déjà championne d'Europe et basta. Mmh, Waouh! Moi, j'ai l'impression d'entendre j'ai l'impression d'entendre de revoir une certaine confiance, un excès de confiance qu'on en avait vu à l'époque en 2002 avec notre fameux tout à fait. trio, notre fameuse, La meilleure comment attaque européenne, voilà, notre fameuse hein. meilleure attaque française avec les meilleurs buteurs de chaque grand championnat. Et on se rappelle que l'équipe de France avait fait chou blanc au premier tour. Excès de confiance, c'est le danger, Bruno? C'est sûr, avec cette confiance, oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était, je pense, ça me revient, Henri Angleterre, Cissé Si France, je c'est pense, et et Trezeguet, Trezeguet Italie, hein. Et puis il y avait eu ça, il y avait eu la cuisse de Zidane aussi qui avait malheureusement fait un peu tout foirer. Avec cette confiance, c'est sûr, mais quand on voit la composition de l'équipe, bah, que ce soit derrière, au milieu avec Kanté et puis Pogba qui revient vachement bien et puis la ligne d'attaque, et puis les remplaçants. Coman, on voit un Giroud qui peut apporter, un Coman, un Lemar qui a été bon hier. Je pense quand même que depuis très, très longtemps, depuis la génération dorée 98-2000, on n'a pas eu autant de qualité sur le terrain. Maintenant, est-ce que Dédé arrivera à bien faire tourner et surtout trouver les bonnes complémentarités? Ça sera la clé d'une victoire ou non. Ouais, ouais, d'ailleurs, hier, une copie propre, hein, rendue par l'équipe de France. Karim Benzema blessé à la 40e minute, mais apparemment rien de grave, hein, rien qui pourrait compromettre sa participation à la compétition. Un Olivier Giroud, on en parlera un peu plus tard, qui rentre, qui fait le job, mais 2 buts. Du coup, ben, on reparle de concurrence, hein, forcément. Mais enfin, bon, sans parler, sans entrer dans le débat de la deuxième partie, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on sent une équipe de France qui petit à petit monte en puissance et le retour de Karim Benzema n'a absolument pas enrayé la machine. Au contraire, il semble lui avoir apporté un vent de fraîcheur, un dynamisme. Et c'est peut-être du côté de la défense, Robin, que ça pêche un peu. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ça serait peut-être le talon d'Achille de ces Bleus, non? et oui, tu lis dans mes pensées, Gilles, pour moi, c'est réellement le talon d'Achille de l'équipe de France. Je pense que cette année, Kimpembe et Varane n'ont pas été au meilleur de leur forme. En plus, Pavard, arrière droit, c'est pas trop ma tasse de thé, car comme vous avez remarqué, on se dirige vers un 4-4-2 losange. Ce qui veut dire que sur les ailes, que ce soit Théo Hernandez ou Benjamin Pavard, il faut qu'ils soient vraiment offensifs, parce ils ont un grand couloir à gérer.
et je ne vois pas Pavard dans cette position. Moi, j'aurais préféré avoir Théo Hernandez avec Mm. Koundé et Varane. Mais bon, Mm. maintenant, on verra bien, hein, mais je pense vraiment que c'est vraiment le talon d'Achille de notre équipe de France. Il va falloir faire très, très, très attention. Il faut faire très attention. On va, sans plus tarder, on va écouter Thibaut Vézérian là-dessus, les forces en présence, l'équipe de France archi favorite. Qu'est-ce qu'il en pense? Thibaut Vézérian, journaliste à l'équipe TV. On lance le son de Thibaut. Small, c'est bon? Allez, on envoie. Si c'est bon, on envoie. En fait, la France, c'est l'épouvantail. Ça l'était un petit peu, ça l'est carrément. Depuis que Benzema nous a remontré en bleu l'étendue de son talent, de sa maturité, son QI football, comme on dit, c'est-à-dire sa capacité à comprendre le foot mieux que quiconque. Pour moi, j'en fais un des 2-3 meilleurs joueurs du monde depuis le début de la saison. Donc forcément, ça fait la différence quand tu rajoutes ça à une équipe qui est déjà championne du monde. Donc je vois les Bleus largement favoris. Est-ce que le costume va pas être dur à porter? C'est possible. On sait que sur un match phase d'élimination directe, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre, des poteaux, des pénaltys, des choses comme ça, un carton rouge en début de match. Donc ça, c'est toujours la joie du foot. En attendant, bon, ils vont sortir de la poule. La pauvre Hongrie, sachant que les 3 premiers de groupe sont qualifiés, on estime tous que la pauvre Hongrie va sortir. Donc les Bleus, ensuite, ça peut se corser dès les 8e. Alors l'Angleterre, elle me paraît très belle, avec alors on va me dire ils font rien en phase d'élimination directe ou de grande compétition, mais Harry Kane, il arrive à maturité, meilleur buteur, meilleur passeur du championnat d'Angleterre. Ça me paraît de plus en plus fort l'Angleterre, un peu revancharde, battue en demi-finale de Coupe du Monde. La Belgique, archi revancharde, et un Lukaku en mode Triceratops, qui est peut-être tellement fort, meilleur buteur de Serie A. Donc chacun a des petits défauts. La France a une défense qui, malgré les noms ronflants, fait parfois un petit peu peur. Mais maintenant, quand tu as une attaque tellement forte, tu te dis que tu pourras toujours mettre un but de plus. Donc je mettrais... Et puis je mettrais aussi l'Italie en outsider, l'Italie qui a un bloc compact, qui a pas de star, un peu comme Chelsea qui remporte la Ligue des Champions sans vrai joueur leader, méga star, une équipe homogène. Alors oui, il y a Kanté, oui, il y a Werner, oui, il y a du très beau monde, Thiago Silva, Rudiger et tout, mais l'Italie aussi, il y a du très beau monde, défense centrale Bonucci, Chiellini, au milieu Jorginho, Verratti, Barella, c'est très fort, devant il y a Ciro Immobilier, mais toujours des buts, Insigne aussi, il y a vraiment une équipe complémentaire, des petits, des puissants, un bon gardien. Donc l'Italie, avec moins de noms ronflants, j'ai envie de les mettre aussi en outsider. On verra selon le parcours. Ils n'ont jamais été très bons en phase de poule, l'Italie. Mais là, ils reviennent, après ne pas avoir participé à la Coupe du Monde, ils reviennent dans une grande compétition. Je pense qu'il y a là aussi un état d'esprit revanchard qui peut faire la différence. Donc France en grand favori, Italie, Angleterre, Belgique, Angleterre, très présent et je peux les voir au bout. Et une petite pièce aussi sur l'Italie. Volontairement, je mets pas l'Espagne, qui en plus avec tous les cas de Covid et cette génération un peu bizarre, je la vois à partir de plus loin. Volontairement aussi, je mets de côté l'Allemagne, que je ne vois pas championne, et le Portugal. Le Portugal est une vraie équipe, mais je me dis que bon, allez, ils sont déjà rassasiés, ils ont eu l'Euro 2016, ils vont pas aller en reprendre un, donc j'ai envie de miser sur le quatuor Italie-Portugal, Angleterre et France bien au-dessus, bien sûr. Est-ce que le costume va pas être trop lourd? Je ne pense pas, ils sont habitués. Ouais, je crois vraiment que l'équipe de France, en fait, elle a tout pour. Donc maintenant, il va falloir qu'ils jouent tous à leur niveau. S'ils jouent tous à leur niveau, il y aura personne pour aller les chercher. Maintenant, tous les faire jouer à leur niveau, il va falloir qu'ils soient complémentaires. Il va falloir que de bout en bout, Benzema, Mbappé et Griezmann acceptent de faire marquer l'autre, acceptent de libérer des espaces pour l'autre. Au milieu de tout ça, il y a Griezmann qui met encore un but en retournée magnifique et qui montre qu'il est libéré en équipe de France de fou. Donc voilà, l'osmose entre ces 3 génies du foot, va falloir le gérer. Et derrière, il va falloir accepter de défendre, de faire le lien, de créer des espaces aussi. Pogba qui me paraît en forme parfaite pour l'Euro, j'adore. Donc L'argument contre qu'on pourrait mettre en avant, c'est notamment l'excès de confiance, c'est le syndrome 2002. Hein. Tu te souviens, en 2002, on arrive avec une armada offensive impressionnante, et puis finalement, ça fait un flop et ça fait pchit, et pas un but marqué, je crois, au cours des 3 premiers matchs.
la France est éliminée. Si c'est Henry, Trezeguet, meilleur buteur dans leur championnat respectif, mais la différence c'est que la France jouait le Sénégal, jouait en fait des équipes dites plus faibles dès le départ, et l'excès de confiance est certainement venu de là. Zidane qui s'était blessé aussi en préparation à la cuisse, donc préparation troublée, les problèmes dans les hôtels, les femmes de l'équipe de France qui se retrouvent dans l'hôtel des Sénégalais. Bref, 2002 était une organisation après un peu bizarre. Deschamps lui laisse rien au hasard, donc ça se passera pas comme ça au niveau de l'organisation déjà en coulisses. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que sur le terrain, tu joues d'emblée l'Allemagne, c'est une finale, tu joues le Portugal, c'est une finale, au troisième match, donc tu auras même à peine le temps de faire tourner ton équipe, même si ce que j'ai vu hier, un Thomas Lemar, un Tolisso, c'est tout à fait aussi bien que Rabiot, donc il y a de l'effet, il y a du fond, il y a de l'effectif, il y a du banc en équipe de France, c'est pour ça que j'ai moins peur. Donc Thibaut Vézirian, journaliste à l'équipe TV, qui nous parlait de l'équipe de France, des forces en présence et on va dire de ses pronostics concernant cet Euro. Là, il a cité l'Angleterre, il a cité l'Italie. Robin, ce sont des nations pour toi qu'il faudra surveiller, qui sont potentiellement des candidats au titre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'Italie, ça pourrait être la très bonne surprise du championnat. Ils ont une équipe vraiment très, très, très bonne, fantastique. Je vous dis la vérité, car ils ont un milieu de terrain qui est pour moi un des meilleurs d'Europe. Le trio Barella, Jorginho, Locatelli. En plus, devant, vous avez Ciro Immobile et Domenico Berardi. Je pense que ça peut faire mal. Ils jouent en 4-3-3. Ils vont vraiment faire la surprise. Par contre, l'Angleterre, moi, je trouve que c'est quand même la génération dorée qui a quand même raté beaucoup, beaucoup de titres. Là, je pense que cette année, il peut faire un coup. Mais pour moi, la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Angleterre, c'est d'avoir un coach étranger pour les gérer. Car ils ont beaucoup de talent, mais ils ne jouent pas en équipe. Ça, c'est mon avis. Angleterre, c'est un peu chronique chez eux, hein. Génération dorée, ils en ont eu quelques-unes. Rappelez-vous Lampard, Gerrard, toute cette génération. Ils n'ont jamais réussi à dépasser les quarts de finale, que ce soit aussi bien à l'Euro que la Coupe du Monde. Bon, là, ils ont fini demi-finaliste la dernière fois, mais ce n'était pas forcément l'Angleterre la plus clinquante. Peut-être cette fois qu'ils iront au bout. Julien nous a rejoint. Comment ça va, Julien? Eh bien, bonsoir à vous et puis bonsoir à tout le monde. Eh ben, ça va très bien. Ça va, ça va. Julien, membre de la famille Sportmed. Julien, qu'est-ce que tu en penses, toi, globalement? L'équipe de France, favorite, les forces en présence, dis-nous, donne-nous un peu ton sentiment là-dessus, sur cet Euro qui arrive là. Sur cet Euro qui arrive, moi je suis relativement confiant pour l'équipe de France, même si je la suis un petit peu de très loin maintenant. Mais je pense que déjà d'une, le retour de Karim Benzema, c'est une bonne chose et je pense qu'il a un rôle à jouer dans cette attaque. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, là, je regarde un petit peu l'équipe 21 tout à l'heure et apparemment, ils avaient l'air de dire qu'il y avait des tensions dans le vestiaire. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas. Mais tout ça, bon, ça reste à confirmer parce que je n'ai pas trop suivi non plus. Mais c'est ce qui me ferait peut-être un petit peu peur, moi. C'est que le combat d'ego fasse un peu de mal à cette équipe de France, en fait. Ouais. C'est vrai que Olivier Giroud a mis les pieds dans le plat, hein. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est assez surprenant d'entrer d'attaquer comme ça médiatiquement ses partenaires, hein, parce qu'on a compris que les sous-entendus vers qui ils étaient dirigés, mais bon, enfin, peut-être que ça va permettre de remettre un peu les pendules à l'heure. On fait confiance à Didier Deschamps pour remettre de l'ordre dans tout ça. Bruno, Oui. toi, de ton côté, qui tu vois, à part la France, bon, évidemment, hein, on est français, donc on suit particulièrement l'équipe de France. Est-ce que tu as suivi un peu les autres nations? Est-ce que tu as regardé quelques matchs éliminatoires? Moi, j'avoue que j'ai pas trop suivi. J'ai suivi d'un œil un peu plus intéressé la Ligue des Nations, donc forcément un peu les Pays-Bas, voilà, les matchs qui étaient intéressants du côté de cette compétition, mais j'ai pas vraiment d'avis. Je vois pas une équipe se détacher derrière l'équipe de France et pouvoir, sur le papier encore une fois, pouvoir venir embêter nos Bleus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bruno? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y avait l'Allemagne qui est toujours présente. Il faut faire attention. Enfin, rapidement, on va voir un peu son niveau contre la France. Et puis, c'est vrai que les dernières, il rappelle Muller et un peu les anciens au dernier moment. On peut se dire que dans la tactique, c'est pas terrible.
Moi aussi, je te dis la vérité, j'ai pas pu voir ou j'ai pas vu beaucoup de matchs de sélection les derniers temps. J'ai par contre des amis d'origine italienne, étant moi-même 100% italien, qui ont regardé et qui ont été séduits, comme dit Robinho, par cette sélection où Roberto Mancini et la presse transalpine en parle depuis longtemps en disant que Roberto Mancini est arrivé à un peu ressusciter cette équipe italienne qui avait de grosses difficultés, même à se qualifier certaines compétitions. Donc l'Italie à suivre. L'Angleterre aussi, c'est vrai, mais qui bute toujours un peu dans ces phases finales. Mais c'est vrai que la France, sur le papier, a tout pour faire un grand tournoi. Et puis juste, je termine par dire ce qu'a fait comprendre on l'a entendu, et puis sûrement ce qu'on dira plus tard, c'est que je pense que quand même Deschamps a dû quand même blinder un peu en termes de com, en termes de stratégie de groupe, certaines choses vis-à-vis de Giroud et compagnie. Donc je pense que pour la mauvaise ambiance, il faudra attendre, mais je pense que quand même Deschamps, on peut lui faire confiance sur ce point-là. Attention, l'équilibre fragile quand même, hein. Et Coppers Galfano dans le chat qui revient sur la défense, hein. Kimpembe Varane, c'est affolant derrière. C'est affolant derrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien? La défense, toi aussi, pour toi, c'est également le point faible de l'équipe de France? Le point faible, tu m'as dit, ou fort? Non, faible, faible. Bah, c'est vrai que moi, quelque part, Varane me rassure pas trop parce qu'il a baissé un petit peu d'intensité, je pense, ces derniers temps. Maintenant, après Kimpembe, je pense que c'est quand même fort. C'est quand même fort. Maintenant, attention, effectivement, la défense, attention, parce que je les ai pas sentis sereins non plus, sur le peu que j'ai vu ces derniers matchs. Et donc, ouais, ça pourrait jouer des tours à cette équipe de France. Mhm. Est-ce que vous voyez une parade à cette charnière? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre? Robin, toi, qui tu verrais à la place de cette charnière centrale là? Comment tu organiserais tout ça là en défense? J'espère que le soldat N'Golo Kanté va nous sauver, déjà. Comme ce Ouais. sera sûrement lui la sentinelle, même si pour moi, c'est pas son meilleur poste. Et la Mhm. parade, c'est également de mettre Jules Koundé à la place de Kimpembe. Parce que Varane peut jouer arrière central gauche aussi. C'est ça qui est Mhm. important. Après, il faut savoir une chose, c'est que le premier match contre l'Allemagne va être super intéressant, car les Allemands ont un petit peu le même problème que nous en défense. Mais Mhm. eux, pour pallier cela, comme c'est le dernier barreau d'honneur du coach, il a fait un programme à 3 défenseurs derrière. Donc, Ouais. sur la largeur, ils vont être très intéressants. Nous, on joue en 4-4 de losange, et eux vont jouer à 3 derrière avec 3-5-2 normalement. Ça va être un match vraiment, vraiment très intéressant. Pour gérer la largeur. Mhm. Mhm. Et justement, l'équipe d'Allemagne, qu'est-ce que ça dit l'équipe d'Allemagne? Bon, c'est plus la Mannschaft qu'on a connue les années précédentes, hein, champion du monde en 2014, en 2016 sorti par la France en demi-finale au Stade Vélodrome. Ils étaient encore sur une phase, on va dire, au sommet, quoi, hein. Et puis ensuite, ça décline, hein. En 2018, ils sont complètement passés au travers. Là, bon, vu que bon, là, ils ont mis une raclée à la Lettonie, je crois, mais bon, on ne peut pas non plus trop se fier à ce genre de rencontre amicale. C'est 7-1. Ouais. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce que vous avez plus peur de l'Allemagne ou du Portugal ce groupe-là? Moi, j'ai plus peur du Portugal que de l'Allemagne, hein. Ouais. L'Allemagne ne me fait pas tellement peur que ça. Ils ont un bon jeu collectif, mais devant, ils manquent de talent quand même. Müller est un peu vieillissant. Ils ont même le coach, pour moi, il doit partir au bout d'un moment. C'est une fin de cycle. Dans tous les cas, c'est bien Hansi Flick qui doit prendre la sélection juste après, normalement. Donc, la Portugal me fait Mhm. beaucoup plus peur que l'Allemagne, je vous le dis. Le Portugal, ils sont très forts à toutes les lignes. Si on parle de la défense de Ruben Dias, à Bernardo Silva, à Cristiano Ronaldo, bien sûr, ils ont des joueurs et même un banc surtout. C'est ça qui est important, c'est le banc du Portugal. L'Allemagne, pour moi, ils n'ont pas un vrai banc. Mhm. Renaud? Après, comme dirait l'autre, comme on est quand même en France, et les Allemands, ça reste toujours l'Allemagne, hein. Bon, ils sont toujours costauds. Le Bayern de Munich, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont du Bayern. On ne peut pas dire que le Bayern est une petite équipe. Donc c'est sûr qu'il faut toujours un peu faire attention à cette équipe. Donc c'est sûr que le premier match, là, on sera rapidement fixé. Après, il y a certains clés comme Werner devant. Il y a toujours Toni Kroos. Il y a Müller, Hummels, Neuer qui est quand même pas un petit gardien. Bon,
Le Portugal, c'est pas mal, mais l'Allemagne, bon, faut toujours, c'est toujours costaud. Après, c'est sûr, comme disait Robin, ils vont jouer à 3 derrière. On dirait qu'ils ont bien préparé ce premier match. On dirait qu'ils se sont bien préparés, d'après ce que j'ai pu lire et entendre. Ils restent sur un 7-1 quand même qui les met en confiance. Donc, attention. Je vais te mettre en direct, on va faire comme ça. Hein. Allô? Oui. Oui, Alors Bruno. là, Oui, oui. Alors, par contre, je pensais à une chose aussi, c'est qu'il ne faut pas trop enterrer vite l'Espagne. Parce que l'Espagne revient bien. C'est important. Ils sont sur un nouveau cycle. Je pense qu'ils peuvent faire des belles choses dans cette compétition et j'aimerais pas les croiser en quart de finale ou en demi-finale. Car l'Espagne, s'ils commencent à jouer le tiki-taka comme ils jouaient à l'ancienne, ça va être très compliqué pour nous. Malgré que Dédé Deschamps, bien sûr, aime bien jouer à la contre-attaque. Ça, on le sait. Mais là, l'équipe qui met en place Deschamps, c'est pas pour jouer à la contre-attaque. Quand tu joues avec Kanté, Pogba, Rabiot, et en fait, c'est un faux 4-4 de losange, car tu as Griezmann en 10, c'est un faux 10, c'est un peu un 4-3-3 à l'envers, pointe basse. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une équipe de possession. Avec Benzema, si en plus tu mets Benzema, ça fait vraiment une équipe de possession. et, Non, on ne part pas sur une équipe de contre. et Robin, je te fais rebondir sur l'Espagne. Cette histoire, je crois que c'est Busquets qui a été touché par par la Covid. Et donc, du coup, on dit que ça perturbe pas mal la préparation. Tu as quelques infos sur ça les derniers jours, non? Et oui, le problème, c'est ça, c'est que bon, en fait, il faut savoir qu'avant la compétition de l'Euro, vous avez le choix de vous faire vacciner ou pas. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, comme en Belgique, la moitié de l'équipe n'a pas voulu le faire. Par contre, comme tu dis, oui, tu as 2 joueurs, maintenant tu as Diego Llorente aussi, le défenseur de Leeds United, qui a été positif au Covid. Ça peut partir en épidémie, en cluster, là. Là, ça peut être compliqué pour eux à quelques jours de l'Euro, car ils vont avoir une quarantaine à faire et ils ne pourront pas jouer. Donc, comme tu dis, le premier tour risque d'être compliqué pour l'Espagne. Je suis d'accord avec toi. Je vous coupe un instant. On a eu quelques soucis techniques avec Harold Marchetti pour monter sur Discord. Hein. Discord, c'est le background de Twitch sur lequel on fait transiter nos invités. Alors du coup, on l'a au téléphone. On est passé par l'ancienne méthode. Il est au téléphone avec nous. Harold, est-ce que tu nous entends? Je vous entends bien, messieurs. Bonsoir. Eh ben voilà. Est-ce que vous l'entendez? On l'entend, ouais. Salut Harold, grand merci d'être avec nous. C'est très sympa. Grand merci. Bruno, c'est un ami, c'est un peu toi qui va le présenter. Et puis ensuite, on le fera rentrer dans l'arène, dans le débat avec nous. Oh, Harold, bah, alors c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein, voilà, très beau, voire un de mes meilleurs amis. Et Harold, pour le présenter, donc il a vécu les plus belles années, je pense, en tant que correspondant pour l'AFP à Marseille, du temps des grandes années tapis. Et puis, la vie l'a fait partir vers la capitale il y a déjà pas mal d'années, il va nous le dire, pour rentrer au quotidien national Le Parisien aujourd'hui en France et pour être l'un des responsables aujourd'hui de la rédaction sportive du quotidien national très connu, très populaire, qui fait de très beaux chiffres d'audience et surtout Harold est le responsable attitré de tout ce qui concerne l'équipe de France depuis déjà plusieurs années. Harold, tu nous Ça te confirmes? va, Harold, comme présentation, c'est bon? Je n'ai quasiment rien à ajouter, effectivement. Ah, Depuis 2004, Bruno, je suis responsable des Bleus, effectivement. d'accord. Et Harold, tu vas nous confirmer, Harold, c'est toi qui as sorti le scoop, hein, le retour de Benzema en équipe de France, c'est toi qui a sorti l'info. Hein. En Absolument. premier. Ah ouais. Tout à fait, c'était mardi 18 à midi. Effectivement, j'ai annoncé que Karim Benzema serait rappelé le soir même par Didier Deschamps, ce qui s'est révélé exact, effectivement. Ouais. Harold, on est entré un peu dans cet Euro, on a fait un peu le revue d'effectifs de l'équipe de France, on s'accorde à peu près tous à dire que l'équipe de France est favorite de cette compétition, mais avec un bémol sur la défense. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Quelle est ton opinion là-dessus? Pour avoir suivi beaucoup d'Euro et de Coupe du Monde, je me dis toujours que d'aligner les meilleurs attaquants, moi j'ai un mauvais souvenir en fait. J'ai été à la Coupe du Monde en Corée en 2002, Corée et Japon, et à l'époque on avait le meilleur buteur de Première Ligue, c'était Thierry Henry, le meilleur buteur de Serie A, c'était David Trezeguet, et le meilleur buteur qu'on connaît bien à Marseille de la Ligue 1, qui était Djibril Cissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3 matchs au premier tour, ils ont marqué 0 but. Donc il ne suffit pas d'aligner les talents, il faut de la complémentarité, il faut une entente, il faut une osmose. Maintenant, c'est vrai que sur le papier, cette équipe de France, elle fait peur aux adversaires. Je serais tenté de dire que le principal danger pour les Bleus, c'est eux-mêmes. Et effectivement, vous avez raison, messieurs, la défense, on attend de savoir. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on a affronté le Pays de Galles, qui aurait pu être un adversaire intéressant,
mais qui s'est retrouvé à 10 trop tôt pour qu'on puisse vraiment les juger. Et puis hier, l'équipe de Bulgarie était absolument inoffensive. Donc en fait, quand on va être confronté à des joueurs comme Ronsané, comme Niabri, comme Thomas Müller, ça va quand même être différent. Donc c'est un petit peu, effectivement, je vous rejoins, l'incertitude qui préside quant à la capacité de cette équipe de France, malgré tout, qui est pour moi une des favorites, si ce n'est la grande favorite de l'Euro. Et Harold, comment tu as jugé la connexion entre ce trio que le monde entier nous envie, Griezmann, Benzema, Mbappé? Est-ce que tu penses qu'il manque encore d'heures de route pour qu'ils trouvent véritablement les automatismes? Qu'est-ce que tu peux en dire un petit peu? Est-ce qu'il y en a certains qui disent qu'il manque encore un petit peu de fluidité et d'automatisme? Ils n'ont pas énormément de temps de jeu commun, puisqu'en plus, avec la sortie de Benzema au bout de 40 minutes hier, c'est vrai que ça a réduit le champ des possibles. Après, il faut se dire que ce sont 3 joueurs qui sont très intelligents. Il faut regarder leur déplacement. Ils permutent. En fait, initialement, on avait parlé d'un milieu de terrain en losange. Hier, on n'a pas de milieu de terrain en losange, que ça soit avec Karim Benzema ou derrière avec Olivier Giroud. Après, effectivement, Karim Benzema, c'est un garçon qui a du talent, qui fait bien jouer les autres, ça va très vite, c'est à une touche de balle. Je pense que l'entente est prometteuse, mais naturellement, je suis d'accord avec vous, il n'y a que la compétition qui permettra de juger du bien fondé ou pas, mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ça, au Pays de Galles, Benzema n'a pas été en réussite dans le dernier geste, mais il y a beaucoup proposé. Et puis Mbappé et Griezmann ont marqué tous les deux. Hier, on aurait aimé voir davantage. Moi, je suis ressorti un petit peu frustré par rapport à cette association, parce que faut quand même pas oublier quelque chose, même si on n'en parle pas énormément. Olivier Giroud, moi, je lui tire mon chapeau. Olivier Giroud, il faut pas se mentir. Olivier Giroud et Karim Benzema, à la base, il y a un joueur qui est tombé dans le talent, c'est Karim Benzema. Il y a un joueur qui a obtenu tout ce qu'il a eu dans le football à la force de son poignet, avec cette forme de résilience. Mais chapeau, un mec marque 46 buts en équipe de France, encore un doublé hier. Moi, je dis, alors c'est pas le débat qu'on parle de ce trio, mais il ne faut pas oublier Olivier Giroud. Et je pense qu'une des forces des Bleus, ça peut être ces joueurs sortis du banc. Bruno? Oui, Harold, au sujet justement de l'ambiance, du climat, la sérénité à avoir pendant toute une compétition qui est indispensable pour aller au bout. Comment tu juges, toi, un peu le fait que Giroud, Benzema vont devoir cohabiter? Est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas de problème? Est-ce qu'il faut faire attention ou tu juges Deschamps Non, mais je pense qu'en fait, il y a quand même un personnage qui est très important dans cette équipe de France, c'est les sélectionneurs, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, en fait, c'est l'école Aimé Jacquet. En fait, le groupe passe avant tout, donc il est quand même très vigilant aux équilibres, à ce que le groupe vive bien. Pour le moment, de ce qu'on en voit, parce qu'on n'est pas à l'intérieur, naturellement, mais de ce qu'on peut en voir sur le terrain, que ce soit lors des entraînements ou en match, ils ont l'air de bien s'entendre. Après, il y a quand même un élément important à souligner. Un euro, c'est comme une Coupe du Monde, c'est très long. C'est très long si on va loin. Ça peut durer 15 jours si on se fait sortir au premier tour. Ça, c'est notre débat. Et effectivement, le fait qu'on ne peut avoir que 23 joueurs sur la feuille de match et qu'il y a quand même 26 joueurs qui ont été sélectionnés, c'est pas évident quand même de concerner tout le monde. Et autant quand on est sur le banc, on peut toujours avoir l'espoir d'entrer en jeu et de peser sur la physionomie d'une rencontre, autant quand on s'assoit en tribune, on sait que de toute manière, on va être spectateur. Donc ça, ce sont des équipes qu'il faudra également prendre en compte. Mais moi, je suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y a quand même des gardiens du temps dans cette équipe. Effectivement, alors là, c'est un raccourci facile, mais il y a Hugo Lloris, effectivement, qui est un garçon important. Même si de l'extérieur, on dit que c'est quelqu'un d'assez taiseux, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans le vestiaire, qui est un élément fédérateur. Et puis, non, je suis pas forcément inquiet. J'ai l'impression que ce groupe vit bien, mais après, il sera confronté éventuellement à la difficulté d'un premier tour. Quand on prend l'Allemagne et le Portugal, c'est pas neutre. Donc, qu'est-ce qui se passerait si l'équipe de France venait à s'incliner lors du premier match? C'est pas ce qu'on leur souhaite, c'est pas ce que je pense, mais c'est quelque chose qui peut arriver. En face, c'est pas des manchots, c'est la Mannschaft quand même. Donc voilà, il faudrait voir là-dessus, sachant que c'est une équipe qui est en compétition officielle. Si vous regardez, Euro 2016, ils perdent sur le but de Eder lors de la prolongation et ils n'ont jamais perdu. En fait, ça veut dire que depuis la demi-finale, le quart de finale, face à l'Allemagne en 2014, cette équipe n'a jamais connu la défaite. Je dirais, à la fin du temps réglementaire en compétition officielle. Donc, c'est quelque chose qui serait nouveau pour elle. Voilà. Mais il ne faut pas non plus jouer les oiseaux de mauvaise augure. Je pense que le potentiel est là. Il y a des raisons légitimes d'être optimiste. Robin, une petite question pour Harold. Oui, bonsoir Harold. Merci d'être avec nous sur SportMed. J'avais une question intéressante.
c'est comment se fait-il que Deschamps a rappelé Benzema? Ça, c'est une question qui me taraude. J'aimerais avoir la vraie version, s'il vous plaît. Écoute, la vraie version, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si tu veux, je pense, en fait c'est très simple. Il faut regarder plusieurs choses. Si tu veux. Didier Deschamps, par le passé, alors en plus avec des joueurs qu'on connaît très bien à Marseille, je pense à Pierre Gignac et à Artem Ben Arfa. En fait, Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la compétitivité de son équipe. Il s'est dit que sur la saison en cours, Griezmann au Barça, c'était un petit peu sur courant alternatif, c'était parfois pas mal, parfois un peu plus souffreteux. Olivier Giroud, alors lui, il était clairement mal de temps de jeu, il jouait plus. Depuis l'arrivée de Tourelle, je crois qu'il a un temps de jeu 5 minutes avec Chelsea. Et à côté de ça, il y avait un joueur sur un nuage. Parce qu'il faut quand même reconnaître que Benzema a sans doute réalisé à 33 balais la meilleure saison ou une des meilleures saisons de sa carrière. Et Didier Deschamps, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est son pragmatisme. Il s'est dit, est-ce que l'équipe de France serait meilleure avec ou sans Karim Benzema? Et il a considéré que l'équipe de France sera meilleure, je pense aussi, avec Benzema, et il a rappelé. Donc les deux hommes se sont parlé, se sont rencontrés. Alors on n'a pas d'infos précises sur la date ni sur le lieu, mais c'était certainement, je pense, quand même assez en amont de la liste du 18 mai. Ils ont eu une discussion d'hommes, une discussion évidemment qui a duré, où ils se sont dit des choses. Je pense qu'ils ont mis à plat les problèmes qui existaient depuis 2016. Et puis derrière, c'est un choix sportif. Et quand Didier parle d'un non-événement, il faut le prendre en ce sens, c'est-à-dire que ça procède presque d'une certaine forme de logique par rapport à la saison du joueur et au manque qui avait été identifié au niveau de l'attaque de l'équipe de France. Donc je pense que c'est la seule raison. Vous savez, Deschamps, quand on l'interroge, il dit, pour moi, l'équipe de France est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, donc ça veut dire même au-dessus de ses considérations personnelles. Il a fait passer l'intérêt de l'équipe de France au-dessus du ressenti qu'il avait pu avoir avec tout ce qu'on sait qui s'était passé lors du printemps 2016. Le débat fait rage dans le chat. Hein. Giroud, Benzema, on sent que voilà, le clivage entre les pros Giroud, les pros Benzema. Giroud, il marque contre les petites équipes. Benzema, il a obligé Didier Deschamps par ses résultats, par ses performances sportives, à le rappeler. On en parlera dans la deuxième partie, mais c'est très intéressant. Bruno, tu voulais rebondir? Oui, Harold, merci de cet éclairage passionnant sur les Bleus. Et puis, Jean-Pierre Bernès, je crois que tu as écouté l'émission l'autre fois, il disait exactement pareil, hein, Dédé est un pragmatique avant tout. Est-ce que toi, on peut te poser une question, tu peux nous en dire plus sur le côté un peu, les derniers temps qu'on entend sur le côté un peu, on aurait dit à Deschamps, la Fédé, ou même presque l'Élysée, de reprendre un Benzema pour certaines images et tout. Quel est ton avis sur la question? Personnellement, je pense que Didier Deschamps est totalement indépendant. C'est bien d'avoir ton avis sur ce genre de questions que la France souvent se pose quand ça concerne l'équipe de France et qui a plus de 60 millions de sélectionneurs, comme on dit. Non, mais tu as raison, Bruno, on est tous des sélectionneurs en puissance. Je pense qu'on aurait chacun autour de cette table fait une liste, elle aurait été différente, surtout avec 26 noms. Maintenant, il faut, je dirais, combattre une idée reçue. Didier Deschamps a pris cette décision en son âme et conscience, et il n'a sollicité derrière son président que pour lui dire ce qu'il allait faire, non pas pour prendre un avis. Je veux dire, il était seul décisionnaire, et c'est son choix, et personne ne lui a dicté. Quand on connaît bien Didier, on sait très bien qu'il prend ses propres décisions et il n'y a pas besoin qu'on lui inspire. Donc voilà, après, il y a énormément de fantasmes, c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, ça continue à faire parler, et ça fera encore parler dans les semaines à venir en fonction des résultats. En plus, il y a eu hier un problème physique, mais qui n'est pas grave. Je pense que, alors, je ne suis pas certain qu'il joue le premier match, normalement il devrait. Là, je pense qu'il est à l'arrêt pendant 2 ou 3 jours, c'est plus, je dirais, le principe de précaution qui a prévalu, et il est sorti parce qu'il y avait une douleur au niveau au début du genou. Mais voilà, mais pour revenir à ta question, Bruno, non, je pense qu'il y a, effectivement, je pense qu'il a décidé en son âme et conscience, et qu'il a fait la part bénéfice et la part risque, et il a prouvé qu'il y avait plus d'atouts que d'inconvénients de rappeler Karim Benzema. La petite polémique naissante sur Mbappé un peu trop soliste, qui aurait oublié, dans les premières minutes en tout cas, qui aurait oublié à plusieurs reprises Giroud. Qu'est-ce que tu en dis? On va dire que c'est de la matière pour la presse à scandale, ou il y a quelque chose? Non, c'est effectivement Kylian Mbappé. Il y a des gens qui ont revisionné le match. Apparemment, c'est quand même nettement
moins, je dirais, c'est beaucoup moins évident que ce qu'on avait pu le penser. Après, c'est vrai que l'équipe de France en deuxième mi-temps s'est quand même un petit peu endormie. On va dire qu'elle s'est réveillée dans le dernier quart d'heure et ça a coïncidé avec les services décisifs de Pavard et de Ben Yedder qui ont permis à Giroud de réaliser son doublé. Mais voilà, donc je pense que en gros, je pense qu'il faut remettre dans le contexte cette question qui intervient à l'issue de la rencontre. C'est un journaliste qui pose la question à Giroud, mais on a eu du mal à vous trouver au début. Le mec, il faut comprendre, il vient de mettre un doublé et il a toujours l'impression qu'il doit prouver davantage que les autres. Donc je pense qu'il a réagi de façon un petit peu épidermique. Et c'est vrai aussi que Kylian Mbappé est un petit peu soliste, oui, dans le sens où parfois il a envie, par rapport à son talent, par rapport à sa capacité d'élimination, à sa vitesse incroyable qu'il développe, de faire la différence tout seul. Voilà, c'est encore, je dirais, des péchés de jeunesse qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans. Voilà, moi, vous verrez, elle est déjà en ligne sur le site du Parisien et elle sera, je dirais, dans le journal demain. J'ai fait une interview avec Marcel Desailly la semaine dernière. Et Marcel Desailly, lui, prend le contre-pied. Il dit, je lui posais la question, en fait, est-ce que quel regard il porte sur Kylian Mbappé? Il me disait, je le trouve encore trop joueur. Et Marcel le citait des attaquants avec lesquels il a joué ou contre lesquels il a joué dans le passé en disant eux c'était des tueurs devant le but. Et il cite les Van Basten, il cite les Zola, les Baggio et ainsi de suite. Alors pour ma génération ça parle, pour nos plus jeunes auditeurs c'est peut-être un petit peu du hébreu et donc je cite, mais enfin voilà, ça a été des très grands joueurs des années 90. Et voilà, tout ça pour dire que Mbappé, il doit, pour le moment, il doit être peut-être un petit peu moins joueur et plus létal dans le dernier geste. Mais c'est vrai qu'hier, moi, j'ai regardé quelques extraits, on peut pas dire qu'il a fait preuve d'un individualisme forcené. Mais voilà, mais je pense que c'est une question, une réponse d'Olivier Giroud à chaud, il était un petit peu agacé. Et puis c'est vrai que depuis le début, le mec, il est champion du monde. Et puis depuis 3 semaines, un mois, on parle quasiment plus de lui. On ne fait que parler du trio Mbappé, Griezmann et Benzema. Et ça se comprend aussi. Alors il a réagi un petit peu avec son orgueil et de façon épidermique. Mais je ne pense pas qu'il faille trouver une polémique plus importante que c'est plus une réaction d'humeur, je pense, franchement. Robin, encore une question intéressante, Robin. Oui, bonjour Harold. Une question intéressante. Déjà, pour rebondir sur Mbappé, je pense, Harold, quand même, que je ne sais pas quel est votre avis, mais il a beaucoup déjoué en première mi-temps. Car depuis que Benzema est là, on a l'impression qu'il ne joue qu'avec Benzema et que ça tue un peu le football de l'équipe de France. Et une deuxième question qui suit, j'aimerais savoir par rapport à N'Golo Kanté, qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle de sentinelle qu'il devrait a priori avoir? Alors, pour répondre à ta première question, effectivement, c'est vrai que Kylian, il aime jouer en binôme. Il faut regarder ce qui se passe au PSG. En fait, même si je sais qu'à Marseille, le PSG, ça déclenche des crises urticaires, mais quand on regarde un petit peu le jeu, il joue beaucoup avec Neymar. Il joue beaucoup moins. Rappelez-vous, quand Matador, quand Cavani était là, Cavani aussi parfois pouvait avoir des poussées dégueulantes parce qu'il jugeait que les deux hommes jouaient entre eux et en petit comité et sans penser aux copains. Donc effectivement, ça peut, on dira, je dirais qu'avec Karim Benzema, ils ont trouvé une affinité technique, une affinité dans le jeu qui fait que les deux hommes sont assez proches et ils jouent plus systématiquement avec lui comme il peut jouer avec Neymar. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, N'Golo Kanté, pour moi, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur assez... il sait tout faire. C'est vrai qu'il ne faut pas le réduire à un joueur défensif en sentinelle. Je pense qu'il est capable de se projeter, de casser les lignes, de créer des intervalles. Donc voilà, et dans le système du losange, il était plutôt associé à une pointe basse, si on peut s'exprimer ainsi. Là, hier, on a vu qu'ils ont alterné avec un joueur que j'ai trouvé intéressant hier. Moi, c'est Corentin Tolisso. Alors, effectivement, pour lui, on a quand même des réserves parce qu'il a été absent assez longtemps sur blessure. Donc, est-ce qu'il pourra continuer à ce niveau-là? Et c'est vrai que je pense qu'entre lui et Rabiot, pour le moment, il y a match. Mais Kanté, c'est véritablement un trésor pour l'équipe de France. C'est un garçon qui est physiquement au top. Après des petits problèmes physiques tout au long de la première partie de saison. Il est altruiste, c'est quelqu'un qui a cette capacité de récupération. En fait, il récupère les ballons et il les rend de façon très propre.
Donc forcément, il y a une équipe de France, je dirais, avec et sans N'Golo Kanté. Et alors c'est vrai que ça peut faire rire quand on en parle comme d'un potentiel ballon d'or. C'est par rapport à l'historique du ballon d'or qui décerne rarement le trophée à des milieux défensifs, mais qui privilégie d'abord les attaquants. Mais franchement, moi si j'étais au jury du ballon d'or, ben, j'aurais suggéré, mais N'Golo Kanté, il serait certainement dans mon trio majeur, franchement. Harold, on dit rarement, mais moi je pense qu'il faudrait fouiller un peu dans les statistiques. Je pense tout simplement qu'il n'y a jamais eu de ballon d'or de milieu défensif. Il y a eu des défenseurs comme Cannavaro, Beckenbauer ou Lev Yashin comme gardien, mais de milieu défensif, de mémoire, j'en vois aucun. Il y a eu en 1996, c'était effectivement... Ah oui, Samer. C'est vrai. Manchester est champion d'Europe. Mataos, là il était, non Mataos. C'est plus offensif quand même. Un tout petit peu plus offensif, même si Lothar Matthäus, en fin de carrière, est redescendu dans un poste plutôt de libéraux. Mais effectivement, c'était un milieu un petit peu plus offensif et Matthäus a été sacré ballon d'or en 90, juste avant Jean-Pierre Papin. En fait, l'année où la Manchester est championne du monde au mondial italien. Mais c'est vrai que c'est très rare et pour ainsi dire unique. Donc c'est vrai que ça va y desservir. Et puis ce qui peut se passer au niveau, puisqu'on parle des ballons d'or, il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2018. On s'est aperçu en 2018 qu'il ne suffit pas de gagner une Coupe du Monde pour être ballon d'or. En fait, à l'époque, on avait Griezmann, on avait Varane et on avait Mbappé. Il y a eu une déperdition des votes français. Et en fait, c'est Modric qui, lui, n'avait été que finaliste, mais qui avait quand même gagné la Ligue des Champions avec le Real, qui a été. Donc c'est vrai que N'Golo Kanté, il y a pour lui déjà d'avoir gagné la Ligue des Champions. Il est évident que si maintenant il était le 11 juillet prochain champion d'Europe, on n'aura pas plus gros palmarès. Enfin, il y aura lui, Olivier Giroud et Kurtzuma. Mais voilà, on ne va pas rigoler avec le Kurtzuma. J'ai rien contre lui, mais je veux dire, voilà, on ne va pas parler de Kurtzuma pour, je dirais, un ballon d'or. Mais effectivement, N'Golo Kanté, son poste le dessert, mais la saison pourrait le servir. Ouais, mais tu sais, moi je pense que de toute façon, les voies des votes du Ballon d'Or sont souvent impénétrables. Alors, on ne reviendra pas sur Ribéry en 2013, Zidane en 2000, qui est champion d'Europe, qui surnage la compétition. Enfin, la liste est longue de joueurs qui auraient mérité de remporter ce titre individuel et qui ne l'ont pas eu pour des raisons plus ou moins obscures. Il faudrait faire une émission entière, je pense. Harold, on ne peut pas te libérer. Ça, vous l'avez compris, hein, Harold est un Marseillais exilé à Paris. Donc, on prie pour lui, hein, on fait une petite prière pour lui et on l'accompagne de tout. Il reviendra, je pense, là, d'ici quelques temps. Hein, comme ça, on pourra se voir, je pense, et profiter du soleil, non, Harold? Absolument. On peut pas te libérer sans te poser une ou deux petites questions sur l'Olympique de Marseille. Je suppose que tu continues de suivre l'OM de loin, l'actualité. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as perçu, toi, la saison qui vient de s'écouler et tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est encore passé des choses du côté de la commanderie. Je peux en dire que c'est l'OM, de toute façon, c'est un feuilleton permanent. En fait, si on reprenait un terme brésilien, c'était une telenovela. En fait, moi, j'ai connu, Bruno a expliqué un petit peu en préambule, j'ai connu le grand OM. C'est-à-dire, j'ai connu un OM qui gagnait, un OM qui faisait peur en Europe. J'ai vu jouer des générations des très, très grands joueurs. C'est vrai que quelque part, quand je vois cette OM actuelle, j'ai du mal à me passionner pour cette équipe-là. Elle joue avec ses moyens, mais je trouve qu'elle manque cruellement de talent. Elle manque également je dirais au niveau de l'organigramme du club, c'est quand même, moi ça me laisse. Jacques-Henri Hérault, je pense qu'il était pour être président de l'Olympique de Marseille, comme moi je suis fait pour être évêque. Et voilà, j'ai rien contre les évêques, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. Je trouvais que la première saison d'André Villas-Boas était plutôt intéressante. Après, il ne faut pas oublier une chose quand même, messieurs, le championnat s'est arrêté en mars. Il s'est arrêté en mars. L'OM, si vous vous rappelez, était sur une dynamique un petit peu moins positive au moment de l'arrêt. Il y avait eu ce résultat nul, je crois, face à Amiens au Vélodrome. Qu'est-ce que se serait-il passé? Ce que je veux dire, c'est que se serait-il passé si la saison était allée au bout? Est-ce que l'OM aurait terminé deuxième? J'en sais rien. Donc, toujours est-il que la saison, pour répondre à ta question, la saison de l'OM écoulée, il y a eu tout. En fait, c'est parti pas trop mal. Il y a eu cette victoire au parc qui a donné beaucoup d'espoir. Ça n'est plus arrivé depuis 2010. Donc les gens se sont dit, ça y est, c'est la bonne année, on va pouvoir concurrencer le PSG. Alors ils avaient raison sur un point, c'est que cette année, le PSG n'était pas au-dessus du lot. On l'a vu avec Lyon, Monaco et naturellement avec Lille qui a été sacré champion. Mais pour l'OM, il manquait beaucoup de choses. Je trouve que la seule bonne chose qui a été faite, c'est que je trouve que Milik est un très bon attaquant. Alors là, effectivement, il manque de chance puisqu'il est à nouveau blessé. Je trouve que là, c'était plutôt un bon recrutement parce que ça manquait. On a tellement parlé de ce grand attaquant à Marseille
ça en devenait presque risible. Mais là, effectivement, je pense que c'était une bonne pioche. Je dis c'était parce que je ne suis pas persuadé qu'il reste à Marseille la saison prochaine. Ah, tu as des infos? Tu as des infos, Non, pas d'infos, mais je me dis que voilà, ça dépendra en fait un petit peu. Alors, ce qui peut jouer en faveur de l'équipe de Sampaoli, c'est qu'il a à nouveau été blessé et que malheureusement, j'ai l'impression qu'il est devenu, depuis les blessures qu'il y a eu en Italie, un joueur un peu fragile. Donc, tout ça pour dire que si on veut investir une grosse somme et consentir un salaire conséquent à Milic, on va quand même s'interroger sur sa capacité à enchaîner les matchs et à faire des saisons complètes. Donc, voilà, mais à côté de ça, franchement, j'ai trouvé cette OM qui était bâtie de briques et de brocs. Il faut regarder juste le pauvre Encham qui est parti, je crois, aujourd'hui, qui doit signer en Grèce. Voilà, je peux comprendre que Villas-Boas s'est pris à mouche quand on lui a mis un mec pareil dans les pattes. Voilà, et puis à côté de ça, Cuisance, je suis désolé, mais pour moi, c'est un fiasco. Voilà, à côté de ça, quels joueurs ont échappé un petit peu à la critique cette année? On va dire globalement Mandanda, parce qu'on a beaucoup d'affection pour Stel, qui a une immense carrière, notamment à Marseille, mais qui est quand même en fin de carrière, il ne faut pas se mentir non plus. Et voilà, et puis à côté de ça... ouais, Lirola et Camara. Allez, on va dire. Voilà, Payet, Thauvin, je t'aime moi non plus, moi, franchement, ils ne m'ont pas convaincu. Je pense que Thauvin a eu du mal à retrouver le niveau qu'il y avait avant sa longue blessure. On reste pas, c'est pas anodin de rester aussi longtemps sans jouer. Et à côté de ça, et Payet, alors il a un petit peu brillé, il a choisi ses matchs, mais quand on avait vraiment besoin de lui, ben, il était un petit peu aux abonnés absents. Donc pour répondre à ta question, Gilles, c'est une saison moyenne. À l'arrivée, il termine avec une 5e place. Ben, on va dire qu'ils ont limité la place. Ouais. Je pense que cette Ligue Europa, on verra ce qu'ils sont capables de faire, sachant que c'est une compétition qui dévore l'énergie et parfois on en paie à conséquence après en Ligue 1. Voilà, en tous les cas, moi j'attends de voir comment ils vont se renforcer. Le Gerson en question, pour connaître l'entraîneur adjoint de Flamengo, qui est Charles Humbert, qui est un Français. Je pense que, et d'ailleurs, messieurs, je pense qu'à l'occasion, si un jour vous voulez faire une émission autour de Gerson, appelez Charles Humbert, il vous en parlera très bien, c'est l'entraîneur adjoint de Séni, ancien gardien de but de la CSAO, qui est entraîneur à Flamengo. Et toi, Gilles, tu connais ça par cœur. Oui. Je pense que Charles vous parlera de Gerson. Moi, on en a dit le plus grand bien. Après, je me méfie toujours des joueurs qui sont brillants au Brésil et qui ont échoué en Europe. Il est arrivé très jeune. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une recrue pas mal. S'ils prennent le petit Gendouzi, ça je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il y a du talent, ce gamin-là, il y a du talent. Après, je pense qu'il faudrait un vrai patron de défense et un attaquant supplémentaire. Donc voilà, et quant à Sampaoli, ben, j'attends de voir. Ouais. En tout cas, le mercato se présente bien apparemment. Ça t'étonne, tous ces noms-là qui circulent. C'est pas un peu étonnant par rapport, si on compare avec la saison dernière à la même époque. Il y a un réseau, il faut reconnaître Longoria, l'année dernière est arrivé au début du mercato. Il y a un réseau, alors après, il faut regarder un petit peu les zones géographiques où ils recrutent. C'est beaucoup l'Amérique du Sud, parce qu'en fait, on peut encore avoir des talents à des tarifs un petit peu encore que 20 ou 25 millions pour Gerson, c'est quand même un sacré tarif. Parce que 20 ou 25 millions, c'est quasiment le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Ah oui. Je crois doit rester encore aujourd'hui Dimitri Payet, qui doit être aux alentours de 30 millions quand il est revenu de West Ham. Donc voilà, c'est quand même pas neutre, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Marseille conserve un côté un petit peu attractif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y aura un élément supplémentaire avec le retour du public. Voilà, quand on connaît la ferveur du public marseillais, je ne parle pas des quelques déristes qui ont pu se passer à la commanderie en janvier, qui celles-là sont inexcusables, mais il y a des gens qui aiment Marseille. Le vrai supporter de l'OM, il aime Marseille, il y a ça dans le sang. Et je veux dire, je pense qu'au Vélodrome, ça sera un atout supplémentaire pour l'équipe de Georges Sampaoli. Dernière question, Bruno, après on libère Harold. Oui, Harold, un grand merci de t'avoir libéré aussi du temps pour nous et toutes ces réponses qui sont passionnantes. Harold, juste que tu nous dises un peu comment va s'organiser ton travail, le travail de ta rédaction à aujourd'hui en France Le Parisien pendant l'Euro, avec cet Euro qui sera organisé dans plusieurs villes et plusieurs pays, qui est une grande première. Comment va s'organiser un peu l'organisation du travail? Alors c'est très simple, on va avoir 2 ou 3 journalistes qui vont être au plus près des Bleus, c'est-à-dire qui vont les accompagner à partir du moment où ils vont partir en Allemagne, c'est-à-dire le 14, qui vont les suivre ensuite à Budapest. Moi personnellement, donc je gère tout ça de Paris, mais si l'équipe de France va loin, c'est-à-dire en quart ou en demi-finale, ben, j'irai sur le terrain. J'avais fait d'ailleurs la Coupe du Monde 2018 pour la demi-finale et la finale face à la Belgique et à la Croatie. Pour le reste, ben, on va suivre ça au plus près. C'est vrai que c'est très très compliqué parce que est déjà confronté à une compétition qui est éparpillée dans 11 pays. Ça, c'est quand même l'héritage
Alors pour moi, qui reste je dirais un immense joueur, mais bon, qui a quand même une drôle idée, c'est de Michel Platini, d'avoir réparti l'euro dans 11 pays. Déjà, c'est compliqué. Ensuite, avec la crise sanitaire, forcément, on a un nombre d'accréditations qui est réduit. C'est-à-dire qu'on est tous accrédités pour le tournoi, mais on a déjà essuyé pas mal pour les matchs du premier tour. On a 2 journalistes sur 3 ou 2 journalistes sur 4 qui sont accrédités au stade parce qu'il y a des consignes qui sont drastiques prises par l'UEFA. Voilà, après, on aura donc un traitement. Demain, on a un supplément notamment qui va annoncer un petit peu donc, les matchs, les stars de l'euro, les chiffres à retenir. Donc ça, c'est pour le supplément qui sera demain en kiosque. Et puis à côté de ça, on va essayer de faire la meilleure couverture possible. On va dire que cet euro a bien commencé pour nous, notamment avec Benzema et puis avec tout le travail de la rédaction qui est mobilisé. On a suivi très tard le PSG et qu'on continue à suivre le PSG qui est quand même pour nous, je dirais, le plus important. Donc on essaie de faire du mieux possible pour le PSG et pour l'équipe de France. Mais on a une très bonne équipe, des garçons motivés, talentueux. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que ça va être un bon euro pour les Parisiens. J'espère que ça sera surtout un bon euro aussi pour l'équipe de France. Et moi, je ne me fais pas de soucis concernant l'organisation de la rédaction, parce que si on se régale à écouter Harold Marchetti, on se régale également à travailler avec lui. Moi qui ai eu à collaborer avec Harold en 2014, je peux vous dire que c'est un grand, grand professionnel d'une efficacité redoutable. Harold, le seul regret que j'ai eu lors de cette compétition, c'est qu'on n'a pas pu se rencontrer. Et là, tu m'avais fait faux bon. Malheureusement. Pour moi, j'ai dans ma carrière qui maintenant, parce que je commence à prendre de l'âge, j'ai à peu près fait tout ce qu'on peut imaginer en termes j'ai suivi tous les trophées majeurs du football français, c'est-à-dire en 93, 98, et ainsi de suite. Mon plus grand regret, tu viens de le citer, c'est de ne pas avoir pu assister à la Coupe du Monde dans le pays qui est pour moi le pays du football. Voilà. Et c'est vrai que ça a été un grand regret. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais c'est vrai que j'étais allé au Brésil en 2014, je n'ai pas pu, mais ça m'a donné déjà, grâce à Bruno, le plaisir de te connaître. Et j'ai surtout le souvenir, et fini là-dessus, de l'excellent papier que tu nous as fait après le 7-1, le mémorable 7-1 concédé par la CSAO face à Manchester. Et tu avais, je crois, interrogé, je ne sais plus si c'était Virginie ou Pablo César, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais qui, contrairement à beaucoup de footballeurs, n'était pas un de bois et qui avait au contraire dit tout le mal qu'il pensait de cette CSAO-là. Et il est évident que quand on sait les joueurs avec lesquels il a joué, qu'on voyait ces garçons-là, il y a une fois, ça se tapait la tête contre le mur. Et c'est vrai que ça a été un très bon souvenir malgré tout, et tu avais fait pour le Parisien pendant plusieurs mois, parce que tu avais accompagné cette Coupe du Monde du mois de janvier jusqu'à début juillet, tu avais fait un très bon boulot, donc voilà, ça a été un bon souvenir professionnel, et puis j'espère vous retrouver à l'occasion. Si vous avez besoin pendant l'Euro, je serai toujours à votre disponibilité. Ça sera un plaisir d'être avec vous, monsieur. On te remercie beaucoup, Harold. On te remercie beaucoup. C'est vrai que les glaçons de la Caipirinha, je les avais préparés. Tu m'avais fait bon. On va préparer les glaçons pour le pastis et on espère te voir un de ces 4 à Marseille et prendre l'apéro ensemble. Ça sera toujours un plaisir. Et Bruno, comme il l'a dit en amont, Bruno est un garçon exceptionnel et c'est mon ami. Donc voilà. Et quand on est et qu'on dit que c'est ton ami, on sait ce que ça veut dire. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais je vous souhaite en tous les cas une bonne continuation. C'est super ce que vous faites. Et puis, bonne soirée, messieurs, et à très vite, en tous les cas. À très bientôt. Au plaisir, Harold. On t'embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Harold. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. À bientôt, Harold. Merci. Harold Marchetti qui travaille donc pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France, responsable de la rubrique Équipe de France. On s'est régalé, hein? On s'est régalé, Bruno. Il était de plus en plus bavard, ce qui a été, je pense, bien pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis Harold est passionné par le football. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le fait qu'il a connu la grande équipe de l'OM et puis tous ces personnages qu'on a eu la chance aussi, nous, de faire découvrir depuis les dernières semaines, avec Jean-Pierre Bernès notamment, avec Pascal Olmeta. D'ailleurs, je pense que Harold est très proche de Pascal. Voilà, avec Didier Deschamps aussi qu'il a appris à connaître et puis là qu'il est en train de retrouver à la tête donc du football français. Donc pour lui, je pense que ce sont des relations précieuses qui font que dans son métier, il est capable d'avoir un scoop comme Benzema. Et puis le dire aux gens aussi, je conseille de lire ce journal, notamment la rédaction sportive et les papiers qui sont à chaque fois de qualité, voilà. Et notamment, je termine sur, il a fait un excellent
papier sur Hernandez, je crois qu'après il y a eu aussi l'émission qui est passée l'autre soir à la télé, et ces derniers papiers sur Hernandez avec cette histoire, de famille assez incroyable, et aussi un autre papier d'Harold, les derniers jours, je vous le conseille aussi de le retrouver, sur Didier Deschamps. Il a fait parler Didier Deschamps de sa passion pour tous les autres sports, en lui faisant parler de tennis, de paddle. On sait que Didier est un fan de paddle, il jouait notamment souvent à Cassis, et c'était un papier très intéressant, différent, décalé de ce qu'on peut voir, et c'est ça, je pense qu'il faut faire, un peu dans la presse écrite et dans le journalisme actuel. Voilà. C'est un grand professionnel et en plus il connaît très très bien ses sujets. Et moi je me souviens de notre collaboration qui devait avoir lieu en présentiel, hein, puisqu'il devait venir à Rio. Il avait eu un problème de santé, du coup il n'avait pas pu venir pour la Coupe du Monde, mais il avait géré ça un peu de son lit d'hôpital et un peu donc de la salle de rédaction à Paris. On était en lien permanent avec le décalage horaire et il y avait eu une vraie complicité qui s'était installée et on avait vraiment, vraiment bien accroché. Et moi, ça m'avait permis de, de, de couvrir toute l'équipe de France et tous les matchs au Maracana jusqu'à la finale et de faire des interviews mémorables avec Pelé, avec Messi, avec Gustavo Kuerten. Enfin, ça avait été vraiment un peu carrément, hein, disons-le, l'apogée de ma carrière. Et d'ailleurs, suite à ça, un an après, j'avais rendu ma carte de presse pour me diriger vers d'autres chemins. Mais toujours est-il qu'avec Harold, le courant était très très bien passé. Et c'est un Marseillais qui travaille à Paris, certes, mais qui n'oublie pas d'où il vient. Et il a une faconde, de le constater. Et il ne s'arrête plus, hein, mais c'est tellement passionnant qu'on pourrait l'écouter des heures.